Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission Générique. Qu'est-ce que l'urinothérapie? C'est une excellente question et merci de commencer par ça. La frange la plus marginale de la complosphère la plus éclatée. Les cimes de la crédulité. C'est vraiment une petite théorie du complot, c'est assez mal construit. Les choses sont extrêmement claires. Tout ce qu'on nous dit est faux. Au départ, c'est une loge maçonnique. Unvaxxed sperm. N'allez pas vous faire vacciner, vous allez mourir. Le mec, il a bac plus 14. On me dit le fact-checking, ça sert à rien. Je l'avais pas vu comme ça, ouais. Peu importe le réchauffement climatique, du moment qu'on a la clim. Oui, c'est intéressant. Il y a aucun doute. Non, non et non. Vous allez pas être content. Nous sommes le 11 février 2026 et c'est le 97e numéro des Déconspirateurs. Et pour cette occasion, nous allons partir en Iran pour en discuter de la façon de s'informer, pour la façon de résister à la propagande iranienne. J'ai l'honneur et la joie de recevoir Iris Farkondé. Iris, bonjour. Bonjour David. Alors vous êtes chercheuse, chargée d'enseignement à la Sorbonne, vous êtes aussi chroniqueuse à Charlie Hebdo et commissaire d'exposition sur des dessins de presse, notamment de Kianouch. Vous nous en parlerez tout à l'heure. La première question que j'avais envie de vous poser, alors que depuis le 28 décembre dernier, l'Iran vit une situation dramatique avec finalement une répression de manifestations populaires. On parle de plusieurs dizaines de milliers de morts, de plusieurs dizaines de milliers de blessés. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est comment on fait pour rester chercheuse et garder quand même une distance d'analyse devant un blackout total. Est-ce que c'est possible déjà de garder une distance d'analyse ? Alors, pour être tout à fait honnête, mes recherches ne portent pas sur l'Iran. Quand j'observe, disons que j'observe l'Iran depuis des années maintenant, et j'ai été amenée à essayer, autant que faire se peut, justement de rester dans l'analyse. Alors c'est très compliqué parce que lorsque l'on s'intéresse aux droits humains, c'est difficile de ne pas céder à l'émotion. Je pense que c'est humain, c'est même peut-être nécessaire d'une certaine manière. C'est très compliqué avec l'Iran parce que à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on est partagé entre un espoir fou et un effroi saisissant. Et ces deux sensations sont présentes de concert depuis un moment maintenant, avec une intensité qui va croissant. Et je dois dire, ces derniers jours, ça a été très compliqué de trouver les bons mots. Alors on est aujourd'hui le jour anniversaire de la monarchie installée en 1979. On est quasiment à la date anniversaire de la fatwa contre Salman Rushdie pour les versets sataniques. C'était il y a 37 ans, le 14 février. Comment vous qualifieriez l'état du régime aujourd'hui ? Est-ce que c'est un régime qui est en train de tomber, en train de s'effondrer, ou est-ce que c'est un régime qui va encore finalement réussir à s'en sortir ? Alors c'est un régime qui n'a jamais été aussi affaibli, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais le problème, c'est que justement, c'est un peu, si je puis dire, comme une bête féroce qui pousse son dernier râle. Hein. C'est dans ces moments-là qu'il peut y avoir des choses très, très inquiétantes, encore plus inquiétantes. Et là, il joue son va-tout et ils tiennent par la répression et par le chantage. Ce sont leurs deux armes principales, si je puis dire. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut être le plus inquiet. Alors, on sait depuis le 28 décembre dernier, il y a des mouvements, des grands mouvements de protestation de la population iranienne. Il y a une répression folle et le régime a décidé de faire un blackout total d'Internet pour que finalement les informations ne circulent pas. Comment vous faites-vous pour recueillir des informations, recueillir des témoignages et pouvoir aussi nourrir les journalistes occidentaux, les journalistes français et ainsi de suite ? Et comment vous faites pour finalement porter leur voix à travers les informations que vous recevez, et notamment peut-être il y avait ce témoignage dont vous vouliez me parler, et puis l'image aussi de cette femme Rubina Aminian dont vous vouliez parler. Donc voilà, racontez-moi un peu tout ça et comment vous faites et quel est le travail de recueil d'informations déjà aujourd'hui, dans un moment où finalement la monarchie fait en sorte de ne pas faire sortir d'informations sur la répression qu'elle est en train de mener. Alors, je reviens juste un instant sur votre question précédente, puisque vous parliez de cette date anniversaire du 11 février.
eh bien, l'année dernière, 11 février 2025, le régime avait essayé d'organiser, c'est en général le moment où ils mettent le paquet, si je puis dire. Ils avaient essayé d'organiser une manifestation et jamais elle n'avait été aussi minable, si je puis dire, aussi peu suivie, alors même qu'ils massent en général, c'est vraiment quelque chose de très orchestré. Et hier soir, eh bien, alors que les premiers feux d'artifice étaient tirés par le régime, eh bien, la population a hurlé par la fenêtre sur les toits des maisons « Mort à Khomeini », abat la République islamique. Donc en fait, on voit cette lutte, cette résistance qui est constante et cette date dont le régime veut faire un moment fort jusque sur notre territoire, puisqu'ils ont réorganisé quelque chose à Naufle, on en parlera peut-être tout à l'heure. Eh bien, les Iraniens veulent faire entendre leur voix et ne veulent pas être réduits. Alors au narratif, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais en l'occurrence, ça fait sens dans ce contexte de l'employé, au narratif de la République islamique. Alors depuis Femmes, Vie, Liberté... Donc ça c'était en 2022, septembre 2022, absolument. Où Masha Amini a été tuée par les gardiens de la Révolution pour un voile mal ajusté. Voilà, donc Gina Mahsa Amini qui a été donc battue le 13 septembre et qui est morte, qui est d'abord tombée dans le coma, puis qui est morte le 16 septembre. Et ça a suscité une émotion et une colère parmi la population qui a donné lieu au mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et les Iraniens, depuis un moment déjà en fait, mais Femmes, Vie, Liberté, ça a été un moment important pour ça, ont compris, se sont saisis des réseaux d'Internet, en fait, pour diffuser des images. Alors là, question que vous posez, comment est-ce que l'on fait pour recueillir une information fiable ? Alors sur le moment que l'on vit maintenant, c'est-à-dire depuis le 28 décembre... Oui, avec ce blackout qui a été décidé, ouais. En fait, si on revient un petit peu dans le temps, le 7 janvier, on en était à se poser la question de savoir s'il y avait 45 ou 51 morts. Très vite, on a compris que ce chiffre était à revoir. Le 11 janvier, eh bien, on se posait la question de savoir si on était à 2 ou 5 000 morts. Et dès le 13 janvier, le 14 janvier, on a parlé de 20 000 morts. Et ensuite, on est même... donc le 23 janvier, certains ont parlé de jusqu'à 50 000 morts. Et donc, effectivement, le blackout a fait qu'il a été très difficile de savoir précisément ce qu'il en était. Malgré le blackout, des images relativement nombreuses ont réussi à passer. Alors, il y a eu un moment, c'est devenu très difficile. Mais le fait qu'on ait réussi quand même à avoir des témoignages en dépit de ce blackout... montrait en soi en fait l'intensité du mouvement, c'est-à-dire que il y avait un tel nombre d'images, un tel nombre de tentatives de faire passer ces images que l'on a réussi à en recueillir certaines. Alors les premières personnes qui ont porté l'alerte sur l'ampleur de ce massacre, eh bien, ce sont les familles de victimes. Et notamment la mère donc, de Rubina Aminian, dont vous avez parlé, le 11 janvier, eh bien, on apprend que cette jeune femme, qui n'était pas originaire de Téhéran, mais qui vivait à Téhéran, donc, est décédée, et que sa mère est morte, en fait, a été tuée, et que sa mère, au moment où elle va reconnaître son corps, dit « J'ai vu ma fille, mais ce n'est pas que ma fille que j'ai vu des centaines de corps ». Donc, les témoignages des familles de victimes et aussi les témoignages des soignants. Alors, on a vu, peut-être à la suite des témoignages de victimes, je devrais dire aussi un mot de ces images que l'on a vues à Kahrizak, en fait, où... alors, on ne peut pas vraiment parler de centre médico-légal ou de morgue, en fait. C'est une espèce de camp à ciel ouvert avec une espèce de barnum où des corps sont exposés et où les gens viennent essayer de reconnaître en fait, leurs enfants, leurs proches, leurs enfants, leurs proches de tous âges. Donc voilà, il y a eu ces images aussi de Kahrizak qui ont été diffusées et assez rapidement, ce sont les témoignages des soignants qui ont permis de se rendre compte de l'étendue, de l'ampleur de ce massacre. Les images et aussi un témoignage audio où en fait on entend la voix d'un médecin qui dit d'une voix vraiment brisée, on a besoin d'aide, on a besoin de neurochirurgiens. Pourquoi ? Parce que, et on le comprend un peu plus tard, en fait les manifestants ont été touchés par des armes de guerre. C'est pas de simples armes, c'est des armes de guerre. Et en fait, ils ont tiré au niveau des yeux, au niveau de la tête, au niveau de la poitrine, au niveau du ventre.
donc dans le but de tuer et en faisant effectivement Des dégâts considérables qui ne permettent pas Considérables. de reconnaître les corps ou qui Exactement. rendent plus difficile la reconnaissance des corps. Absolument. Justement, vous parliez des balles, de la répression et de la façon dont cette répression s'est abattue contre le peuple iranien. Il y a quelque chose qui revient régulièrement, une histoire qui revient régulièrement sur le fait que pour récupérer le corps de leurs enfants, les Iraniens doivent payer le prix des balles. Alors déjà, comment on a appris cette information? D'où vient cette information? Et puis surtout, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette information? En fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis un moment. Et Lordan Bouloumand en parlait de manière très juste au micro de Mark Weitzman, donc dans le podcast. Dans le podcast Ligne de vient Force qui vient de sortir de Mark Weitzman, le nouveau podcast de Mark Weitzman. Et en fait, elle dit la perversion en fait, de ce régime, parce que faire payer aux familles le prix des balles qui ont tué leurs proches, c'est d'une certaine manière les rendre complices de ce meurtre. Donc, c'est une pratique qui n'est pas récente, mais qui, devant l'ampleur en fait, du massacre et le nombre de morts auxquels on est confronté, devient plus saisissante encore. Alors, vous parlez du prix des balles. Il y a aussi tout ce chantage dont Charles Shafir a très bien parlé dans Un orage de mots. Le chantage qui est fait, déjà donc, depuis Femmes, Vie, Liberté, puisque c'est sur ce mouvement que cet ouvrage porte, en fait, un chantage qui consiste à essayer de faire mentir les familles, c'est-à-dire de leur faire dire on vous donne le corps ou même on vous le fait acheter, en fait. On vous demande de l'argent pour vous le rendre, mais il va falloir que vous ne disiez pas ce qui est advenu, ce qui s'est vraiment passé. Donc il y a une espèce de chantage et de rapport extrêmement pervers avec une volonté de taire qui existe depuis un moment, mais devant l'ampleur du massacre, là, c'est encore plus rude. Alors vous m'avez parlé je crois, de l'ONG Iran Human Rights, qui est une source d'information. Est-ce qu'on peut finalement établir aujourd'hui une estimation réaliste du nombre de morts qu'il y a eu qu'il y a encore aujourd'hui dans cette répression et dans la façon dont la monarchie détruit sa population? Alors c'est compliqué, ça risque de l'être encore un temps. Et il y a eu aussi une des choses dont je ne vous ai pas parlé par rapport au corps et ce qui en est fait, c'est manifestement aussi, il y a eu des mouvements de véhicules vers des fosses communes. Donc c'est compliqué et ça va l'être pendant un temps. Ça n'est pas sûr que l'on arrivera à avoir un nombre exact. Pour vous donner un exemple plus ancien, durant les répressions dites d'Orban sanglant, Orban étant le mois de novembre 2018, en fait, l'ONU a parlé de 200 à 300 morts pendant longtemps, alors que Reuters parlait de 1500 morts. Et je ne suis pas certaine qu'au jour d'aujourd'hui, on sache précisément combien de personnes ont été tuées durant ce mois de novembre sanglant. Et là, les Iraniens parlent de Day sanglant, Day étant le mois de janvier, qui est bien pire en fait que ce qui s'est passé durant le mois de novembre 2018. Alors ce qu'il y a de commun, c'est que là aussi vous aviez un blackout d'Internet. Donc les Iraniens savent très bien que lorsqu'il y a un blackout, et des personnes comme Amélie Chéli et Farid Vahid ont dit aussi le coût que cela représentait pour l'économie iranienne, eh bien on sait que c'est là où ils vont mettre ils vont réprimer de manière très sévère. Par rapport à cette situation, à ce nombre de morts, il y a cette ONG Iran Human Rights. Est-ce qu'il y a d'autres sources sur lesquelles un citoyen français, occidental ou autre peut se référer et sur lesquels finalement il aura, selon votre connaissance du sujet et la façon dont vous travaillez ces questions-là, il aura des informations qui sont potentiellement vérifiées, potentiellement vérifiables et potentiellement concrètes, réelles, Alors, vous faites bien de parler de cette ONG, Iran Human Rights, basée en Norvège, qui fait un travail important depuis des années déjà. Il y a aussi la fondation Abdurrahman Bouloumand, donc du nom du père de Lordan et de Roya Bouloumand, qui était un opposant qui a été assassiné en France durant les années 90, entre 85 et 95 à peu près. Le régime iranien a assassiné de très nombreux opposants et Abdurrahman Bouloumand en était un. Donc la fondation Bouloumand et
et l'ONG Iran Human Rights ont des sites et des comptes sur les réseaux sociaux que je recommande vivement. Et globalement, je dirais, multipliez vos sources. Ne vous fiez pas à un seul compte, même si ce compte a de très nombreux followers. Essayez de multiplier les sources. Il y a aussi des chaînes d'information à l'étranger, que les Iraniens eux-mêmes écoutent, parce que les chaînes qui sont diffusées en Iran ne sont absolument pas fiables. Donc les Iraniens en Iran écoutent des chaînes qui sont basées à l'étranger. Je pense à Iran Wire. Alors, on parle beaucoup aussi de Iran International, mais bon, qui a une ligne assez claire et marquée. C'est-à-dire une ligne pro-Pahlavi déjà depuis un moment, la ligne MIGA, si je puis dire, la ligne Make Iran Great Again. Bon, après, c'est une chaîne qui prend des risques avec un journaliste qui a subi une tentative d'assassinat. Donc, mais c'est important de savoir d'où elle parle voilà. et de quelle est l'orientation. Tout à fait. Vous avez aussi Manoto, qui est une chaîne plutôt à tendance royaliste, mais vous avez aussi d'autres chaînes. Vous avez Deutsche Welle en persan, Iran Wire aussi qui fait un travail important. Voilà. Et alors justement, c'est intéressant que vous parliez de Pahlavi, parce que c'est vrai que quand on essaye de s'y pencher, qu'on n'est pas un expert du sujet, c'est difficile de s'y retrouver à la fois dans le kaléidoscope de l'opposition iranienne. Donc peut-être si vous pouvez nous dire un peu quelles sont les forces en présence aujourd'hui dans le kaléidoscope de l'opposition iranienne, et ensuite on viendra justement sur la guerre des récits aussi qui se met en place, et sur la façon dont l'Occident est potentiellement perméable ou non à ces différents récits. Alors peut-être sur l'opposition iranienne, on en est où aujourd'hui? Quelles sont les forces en présence? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama? Alors, il faut avoir en tête que lorsque l'on parle de l'opposition iranienne en exil, on parle souvent de personnes qui sont, qui en France, qui aux États-Unis ou ailleurs, depuis très longtemps, et qui parfois vivent dans une sorte d'Iran qui n'est plus, si je puis dire. Ce qui est très dommage, c'est que, par exemple, l'initiative de Georgetown n'ait pas perduré. Ça, c'était vraiment une chose. L'initiative de Georgetown, si vous pouvez nous rappeler. Absolument. Donc, le 10 février 2023, soit la veille de l'anniversaire. Voilà, de la date anniversaire du régime islamique, eh bien, on voyait réunis à Georgetown des figures de l'opposition iranienne. Alors, on dit l'opposition iranienne, mais en fait, elle est multiple. Et donc, 8 personnalités réunies. Masih Alinejad, Nazanin Boniadi, Shirin Ebadi, Golshifteh Farahani, Ali Karimi, Hamed Esmailioun, Reza Pahlavi et Abdullah Mortadi. Et c'était précisément ce qu'il fallait faire, parce que pour une fois, on voyait des figures de bords différents, réunis autour de la table, et donc laissant entendre que finalement c'était le bien commun des Iraniens qui primait sur un agenda politique. Alors malheureusement, cette initiative a volé en éclats au bout de même pas 2 mois en fait. Ce qui est très dommage. Pourtant, il est assez simple de s'en tenir au plus petit dénominateur commun qui pourrait réunir les Iraniens. Quel est-il, ce plus petit dénominateur commun? C'est l'attachement à l'intégrité territoriale, c'est la nécessité absolue de la séparation du religieux et du politique, et c'est la nécessité de normaliser les relations avec Israël. Et ça, je pense que si on dit ça, en fait, les Iraniens en Iran se reconnaissent dans ce projet. Donc, il aurait dû être facile, en fait, d'aller plus loin et de travailler ensemble au futur de l'Iran. Alors, maintenant, si je vous parle, par exemple, du paysage de la diaspora iranienne en France. Ce paysage, c'est un paysage hérité de 79. Donc de la révolution de 1979 qui a mis en place l'ayatollah Khomeini et qui a fait chuter le Shah d'Iran. Absolument. Et qui, hélas, en dit bien peu de l'Iran de 2026. Et qui déjà en disait assez peu de l'Iran de 2022 au moment du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et on pourrait remonter avant cela le mouvement vert et la réélection, si on peut parler d'élection d'Ahmadinejad, etc. Pourquoi ? Parce que vous avez des lignes de fracture entre, si je puis dire, les Iraniens de Créteil et du Val-de-Marne d'une part,
c'est-à-dire la gauche iranienne. La gauche iranienne, ouais. Là aussi, en fait, il faudrait parler des gauches iraniennes, parce qu'elle est plurielle en réalité. Et vous avez d'autre part les Iraniens du 15e, 16e et Boulogne, donc plutôt les royalistes. Les royalistes. Alors vous avez Qui aussi... soutiennent pas la vie, du coup, Oui. potentiellement. alors maintenant, c'est devenu plus compliqué, Ouais, hein, mais- mais bon, on va y venir. Ouais. Et vous avez une troisième force. En fait, parmi ces mouvements-là, quels sont les mouvements qui ont vraiment eu la possibilité de peser ? Eh bien, en réalité, les royalistes et les Moudjahidines. Les Moudjahidines, qui est une sorte de secte. Je dis une sorte de, mais je devrais dire une secte, hein, avec une personnalisation du pouvoir autour de Mariam Rajavi, hein, qui est cette figure de proue, et qui est un espèce de mouvement bizarre, islamo-marxiste, qui, par exemple, a demandé, au moment en pleine guerre Iran-Irak, a été prête, par exemple, à être financé par l'Irak. C'est un mouvement qui a fait appel à la violence politique, qui a eu recours à la violence politique depuis longtemps. C'est probablement eux qui ont soufflé la maison de Khomeini, alors non pas à Naufle-le-Château, mais à Jouarre-Pontchartrain, puisqu'en fait, il y a une rue entre les deux et que la maison se trouve à Jouarre-Pontchartrain et que cette espèce de terrain vague que l'ambassade de la République islamique investit régulièrement se trouve à Naufle-le-Château. Donc, et les Moudjahidines ont aussi assassiné en fait un bourreau du nom de Lajevardi en 1998 qui a été responsable, alors donc ça en Iran, qui a été responsable de très nombreuses exécutions. Donc voilà, ils ont recours à la violence politique. Et c'est un mouvement sectaire dont Razal Golshiri a très bien parlé dans un article qu'elle a publié au Monde en juin 2024. Elle a notamment interviewé les enfants des personnes qui étaient enrôlées dans ce mouvement. Parce que finalement, les premières victimes des Moudjahidines, ce sont souvent, c'est comme une secte, hein, donc les personnes qui en font partie et les enfants qui ont grandi dans cet environnement. Donc voilà un petit peu, si je résume... ce paysage, voilà, mais qui ne correspond pas à ce que vivent les Iraniens. Pourquoi il ne correspond pas à ce que vivent les Iraniens ? Parce que, comme je vous disais, ce sont des lignes de fracture avec des rancœurs... anciennes, quoi. Voilà, anciennes. Ouais. Et ce qui est très étonnant, ce qui m'a beaucoup étonnée, moi, avec Femmes, Vie, Liberté, depuis Femmes, Vie, Liberté, en fait, hein, depuis ce moment où mon engagement est devenu plus fort encore, c'est de voir que la génération suivante s'inscrivait encore dans ces lignes de fracture. Et alors, autant on peut se dire, bon, la génération de nos parents, bon, on peut le comprendre, peut-être, mais que la génération des enfants soit encore dans ces espèces d'enclos, si je puis dire, et ne cherche pas d'abord et avant tout, s'ils parlent de l'Iran, de dire le présent des Iraniens et de se battre pour quelque chose de plus grand que ces lignes de fracture, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors justement, vous parliez de Femmes, Vie, Liberté 2022, septembre 2022, la mort de Masha Amini, votre engagement à ce moment-là de manière beaucoup plus importante. Peut-être vous allez nous en dire deux mots. Et aussi, finalement, est-ce qu'il y a une continuité entre le moment de Femmes, Vie, Liberté et le mouvement de décembre 2025 et de janvier 2026 ? Quelle est là cette continuité ? Et finalement... en quoi ces deux mouvements, enfin, disons que ce mouvement en continu sur 3 ans presque, pratiquement, fait éclater les anciennes chapelles de l'opposition iranienne ? Alors, en Iran ou en exil ? En exil et en Iran, dans les deux cas, mais peut-être plus sur l'exil, parce qu'après, on va venir à la question de la récupération politique qu'il peut y avoir en France et en Occident en général sur de ces mouvements-là et de la façon dont ça peut être instrumentalisé. Alors, en fait, on a surtout parlé du mouvement Femmes et Liberté au début. C'était quand même plusieurs mois. Mais ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que la résistance et les actes forts des Iraniennes et des Iraniens n'ont pas cessé. Et finalement, le 28 décembre 2025, cet événement au bazar qui, au départ, est lié effectivement à l'inflation et à la dévaluation de la monnaie, c'est comme si c'était, si vous voulez, juste une petite étincelle qui faisait repartir en fait un feu qui était là et qui n'attendait finalement que de s'exprimer à nouveau. Donc effectivement, pour moi, ce mouvement actuel s'inscrit dans la continuité de Femmes, Vie, Liberté. Ça ne fait pas de doute.
Alors, ensuite, on pourrait même remonter plus loin et on a cette impression, si vous voulez, d'une espèce de source souterraine avec qui rejaillit régulièrement. Ouais. Voilà. Mais bon, on va pas remonter aussi loin dans l'histoire. Alors, en fait, ce qui est compliqué, c'est que la question de l'incarnation politique se pose très difficilement en Iran, où les actions sont très souvent collectives. Il va y avoir des signatures de textes de manière collective. Il y a très régulièrement maintenant, depuis plus d'un an, même on en est à plus de presque 2 ans, je pense maintenant, tous les mardis, des grèves de la faim dans les prisons. Donc pour pouvoir tenir, voilà, ils disent on fait ça le mardi et on le fait à l'échelle nationale dans toutes les prisons pour protester contre la peine de mort et en soutien en fait au mouvement des Iraniens. Donc, il y a de très nombreuses actions collectives, mais vous imaginez bien que l'incarnation politique... alors, est-ce que c'est parce que... On peut se poser la question de savoir si c'est que personne n'y prétend, ou est-ce que les gens ne se disent pas prêts ou volontaires pour prendre en charge ce rôle, parce que à partir du moment où ils le disent, effectivement, leur espérance de vie va être extrêmement brève. C'est assez compliqué de le savoir, mais on n'est pas dans un climat en Iran qui permette l'incarnation politique d'émerger de cette manière-là. C'est-à-dire que quelqu'un ou que des personnes puissent dire, voilà, moi, je suis prêt, alors je veux y travailler avec d'autres, ou bien je suis prêt à porter ce rôle. Ça n'est pas possible. Donc c'est en cela qu'effectivement, alors pas uniquement, mais qu'il serait bon que la diaspora vienne en aide aux Iraniens, d'une part pour diffuser l'information, pour aller alerter. Et il y a de très nombreuses initiatives et certaines sont excellentes. Mais là où je ne comprends pas, j'en veux à la diaspora dans son ensemble, c'est que l'on n'a pas su s'unir au-delà de ces lignes et de ces agendas étroits pour porter la parole des Iraniens et pour lutter pour eux, pour les accompagner eux, puisque ce sont eux les véritables acteurs de ce changement. Alors, je n'aurais peut-être pas eu les mêmes mots en 2022, mais là, l'heure est tellement grave que je pense qu'on est un certain nombre à se poser cette question, à se dire, il y a une incarnation politique, les chancelleries en ont besoin pour pouvoir envisager quelque chose. Ce monsieur prétend vouloir... Vous parlez de Reza Pahlavi. Absolument. Pour moi, ça n'est pas le fils du Shah ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est un monsieur qui a une histoire. Il s'appelle Reza Pahlavi. C'est le fils du Shah, certes, mais ça n'est pas le Shah. Donc, quand certains disent Javid Shah, c'est-à-dire roi éternel, non, éventuellement on peut dire le prince héritier, si on veut. Mais donc, il prétend incarner jouer ce rôle pour accompagner les Iraniens dans cette transition démocratique. Donc, tact, on peut faire ce pari, mettons-le au travail, et puis si ça ne convient pas, on lui dira merci, mais non merci. Voilà, on peut, en ayant conscience du fait que peut-être ce n'est pas la solution idéale, opter pour cette solution. On peut aussi accompagner l'action de la réflexion. C'est-à-dire que ce qui est problématique en ce moment, c'est que lorsque vous émettez des doutes à son sujet, lorsque vous vous permettez de réfléchir et de dire, il y a quand même un problème autour de lui, c'est-à-dire qu'il est quand même très mal entouré pour le moins, eh bien on vous dit, mais alors quoi, vous voulez que le régime reste ? Et en fait, il est tout à fait possible de travailler à l'après et être dans l'action, tout en menant quand même une réflexion. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai l'impression que justement cet éclatement de la diaspora iranienne permet aussi toutes les récupérations politiques, qu'elles soient de droite, de gauche, et puis aussi la diffusion de fausses informations ou d'informations parcellaires. On a vu un spécialiste de l'Iran chez Idrissa Berkane, par exemple, Monsieur Lotz. On a vu Emmanuel Todd qui loue le charme et la rationalité des diplomates iraniens, façon de dire qu'il y a une possibilité peut-être de négocier quand même avec le régime. On a vu aussi une récupération à l'extrême droite de ces mouvements de manifestation, avec notamment Némésis qui était présent dans les cortèges. Donc finalement,
j'ai l'impression, mais dites-moi si je me trompe, Et vous ne citez pas LFI. Et je vais les citer après. Pardon. Et j'ai aucun problème à les citer sur justement notamment l'association Roja qui est proche de Rima Hassan et la façon dont LFI travaille cette question-là. Mais par rapport à tout ça, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça finalement ça donne un brouillard par rapport à l'information qu'on peut avoir sur l'Iran et ce qu'on peut comprendre de l'Iran, plutôt que d'éclaircir les choses. Oui, la situation est déjà assez complexe. Hélas, ce que l'on entend le plus ne sont pas les activistes qui sont les plus remuants, les plus visibles, ne sont peut-être pas les plus nuancés. C'est-à-dire donne dans la litote. Alors, commençons par Emmanuel Todd, la façon dont il a eu dans une émission récente, je crois que c'était au Figaro, je ne suis pas sûr, mais je vais vérifier, mais en tout cas, dans une émission récente, il a loué le charme et la rationalité des diplomates iraniens, façon de dire qu'on peut discuter avec ce régime. Comment vous expliquez que cet intellectuel soit une courroie de transmission, finalement, d'un certain narratif iranien ? Alors, j'y réponds, mais j'y vais y répondre de manière plus directe, mais j'ai d'abord et avant tout envie de dire qu'il faut écouter ce que disent les Iraniens aujourd'hui. Les Iraniens aujourd'hui, ils disent mais vous n'arrêtez pas de parler de négociations avec eux, c'est-à-dire avec ce régime. Et nous alors ? Et les Iraniens en Iran, ils ne se reconnaissent pas. Ça n'est pas leur représentation politique, en fait. Et ils disent, ça fait une vingtaine d'années, plus même, voilà, que vous parlez de négocier avec ce régime. Et quid de nous ? Donc, il va falloir que ce monsieur et d'autres saisissent ils peuvent dire ce qu'ils veulent de ce régime, mais ce n'est pas un régime qui représente les Iraniens. Donc, ce qui est très étrange, c'est que vous avez des groupes, alors l'expression peut paraître un petit peu galvaudée, mais qui se disent ou qui se font défenseurs de la veuve et de l'orphelin, mais ils ne se rendent pas compte là qu'il y a eu véritablement un massacre et que les Iraniens font les frais, en fait, de leur biais idéologique. Et que ça, c'est dégueulasse. Et donc, vous diriez la même chose pour, par exemple, quand Némésis, ce groupe activiste d'extrême droite, infiltre les manifestations pour le peuple iranien à Paris. Vous diriez la même chose ? Oui, mais alors là, il revient en fait aux organisateurs des manifestations de ne pas laisser faire. Lorsque vous avez une manifestation sur l'Ukraine, et vous en avez chaque année, c'est fait de manière souvent impeccable. C'est-à-dire que vous avez l'ensemble des représentations politiques des partis qui s'inscrivent dans la défense des valeurs républicaines, qui sont là et qui peuvent prendre la parole. Et c'est d'abord et avant tout l'intérêt commun des Ukrainiens qui est mis en avant. Alors pourquoi est-ce que d'un côté vous avez les manifestations de Trocadéro où Némésis monte sur le char de la manif ? Je pense que c'était le char de la manif ou bien c'était le char de Némésis, je ne sais pas, mais en tout cas ça pose quand même question, et en tout cas dans une vidéo de montage qui est faite de cette manifestation, c'est Meir Habib et Némésis que l'on voit, donc voilà, ce choix quand même interroge. Et vous avez d'autre part le 17 janvier, place du Panthéon, une personne manifestement de l'association Roja qui prend la parole et qui parle d'Israël en parlant du régime génocidaire israélien. Et là encore, les responsables de cette manifestation, en fait, tout le monde ne peut pas prendre le micro, donc ils savent bien à qui ils le tendent, ce micro. Mais ce que je comprends bien, c'est que ce soit dans le cas de Némésis ou le cas de la mouvance LFiste, puisque Rima Hassan est proche de cette association dont vous parlez, le problème, c'est qu'ils soient là, et qu'ils instrumentalisent la cause iranienne, ou le problème c'est que finalement ça veut dire que la diaspora iranienne à Paris et en France, parce que là on parle de la France, est complètement éclatée et donc ne sait pas à quel sens se vouer, si j'ose dire. J'allais dire les deux, mon capitaine, Ouais. C'est-à-dire qu'en fait l'un nourrit l'autre. En fait, c'est assez triste, mais beaucoup de gens veulent leur part du gâteau, si vous voulez. Il y a une cause qui émeut et c'est un moyen pour certains de prendre la lumière, alors que ce soit des personnes de la diaspora ou des politiques. En plus, on est en période municipale, etc. Bon, il s'agit de ne pas être dupe de tout cela ou de ne pas s'en saisir. C'est-à-dire que je pense que parmi les forces de la diaspora iranienne, certains en jouent consciemment. Voilà, donc c'est quand même un jeu assez peu lumineux. Et il y a aussi cette façon dont le régime iranien a de s'adresser soit à la jeunesse de France, soit de diffuser sa propagande à travers des influenceurs. Est-ce que vous avez identifié
des influenceurs aujourd'hui qui sont, et dont vous pourriez nous parler, qui sont finalement des relais de la propagande du régime, parce que encore une fois, l'idée c'est aussi de donner des clés à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent finalement se repérer un petit peu dans le chaos informationnel parfois dans lequel on baigne tous et toutes. Oui, alors en novembre 2020, Khomeini s'empare de son compte Twitter en français pour s'adresser directement à la jeunesse française. Et notamment, alors il me semble, si mes souvenirs sont bons, que l'on était en plein procès des attentats de janvier. Le procès en première instance. Charlie Hebdo de voilà. première instance. Et en fait, il s'adresse directement à la jeunesse française et questionne la liberté d'expression en disant, voilà, donc s'il y a vraiment la liberté d'expression dans votre pays, comment se fait-il qu'on ne puisse pas, par exemple, parler de l'Holocauste vous voyez, donc ce type de discours que l'on pouvait voir aussi fleurir sous Ahmadinejad. Le message exact, c'est au nom de Dieu, jeunes de France, poser cette question avec le président, pourquoi il soutient l'offense au prophète de Dieu tout en considérant comme la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression veut dire insulter et offenser, et les personnalités éminentes et sacrées? Cet acte stupide n'est-il pas une offense à la conscience d'une nation qui l'a élu comme son président, et ainsi de suite. Et il parle effectivement juste après de l'Holocauste. Donc c'est vraiment une sorte d'ingérence, vous diriez, iranienne dans le débat français. Comment vous qualifiez ça? Alors moi, quand j'ai vu ça, j'étais absolument horrifiée, et j'ai essayé d'en parler avec quelques personnes qui connaissent un petit peu les milieux islamistes en France, et on m'a répondu à l'époque, ça ne concernera ou ça ne touchera que des milieux proches de Dieudonné et de Soral. Je me suis dit, bon, ouf, ça reste marginal. Et en fait, assez rapidement... On peut vous dire ici qu'ils ne sont pas si marginaux que ça. Non, mais je pense que peut-être en 2020, c'était... Enfin, bon, je pense que le trait d'union récent qui fait qu'il y a une sorte de continuum antisémite de Soral à LFI, alors ça va d'un extrême à l'autre, donc je ne sais pas comment il passe, mais voilà. À cheval, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et quand même plus récent que la dangerosité de Dieudonné et de Soral. Et je pense qu'un personnage comme Chahine Azami, dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps, qui est d'ailleurs venu faire une sorte de rassemblement devant le tribunal au moment du procès sur l'ingérence iranienne dont vous avez parlé ici. On a fait le procès on a fait le compte-rendu du procès tout à fait sur Conspiratio. Eh bien, voilà, c'est quand même un personnage qui, d'une certaine manière, fait ce trait d'union antisémite entre Soral et LFI. Et vous avez des personnalités, parmi les personnalités que l'on a vues en plateau, parler de l'Iran ces derniers temps. Je pense à quelqu'un qui se présente comme un enseignant à Sciences Po et qui en fait a un compte, je vais donner son nom, Kevan Gefaiti, donc un compte Instagram Kevan Explique, où en fait c'est un petit peu d'une certaine manière un rôle d'influenceur. En tout cas, il fait de courtes vidéos explicatives sur différents sujets. Mais donc, lorsqu'il a parlé de l'Iran, n'a pas été capable d'employer une fois le mot de répression, c'est-à-dire il parle de réponse, alors même qu'il en revient, ou de réaction. Il parle de manifestation et de contre-manifestation sans jamais dire que quand contre-manifestation il y a, c'est en fait quelque chose d'orchestré. Bien sûr. Et sous un vernis de scientificité, je ne dis que ce que j'ai vu, que ce sur quoi j'ai prise et dont j'ai été témoin. Alors en fait, on tombe dans l'anecdote finalement, on tombe dans l'anecdotique. Ça n'est pas de l'analyse scientifique. Si vous vous dites scientifique, enseignant, chercheur, ça n'est pas ça la méthode. Et alors, on se pose la question de savoir qui est ce monsieur, qui d'ailleurs, à la fin de son intervention, lorsque le journaliste Eric Brunet l'interroge et lui dit si on veut avoir une voix proche du régime, que faire? Il dit vous avez qu'à inviter l'ambassadeur, et depuis, on a vu l'ambassadeur sur bien des plateaux. En fait, lorsqu'on se pose la question de savoir qui est ce jeune homme, en fait, on se rend compte qu'il a modéré une table ronde
dans le cadre alors c'était un webinaire précisément, au centre franco-iranien qui est présidé par le directeur du cabinet de l'ambassade. Alors ensuite, vous parlez de ce monsieur dont j'ai oublié le prénom, Lotz, chez Aberkan. Ouais. Voilà, et vous avez donc à parole d'honneur, vous avez donc Ouria Boutelja, Alain Grèche et un autre monsieur, je crois, qui s'appelle Yazid Arifi. Yazid Arifi, voilà, qui vous parle de l'Iran à peu près dans les mêmes termes que les termes qu'emploie Todd, c'est-à-dire mais en fait l'Iran c'est un pays formidable, c'est une civilisation millénaire. Alors, je vois pas très bien ce que ça vient faire là, et tout d'un coup on passe à les élections sont quand même relativement libres, toute une normalisation en fait de ce régime. Alors dans le cas de Kevin Gefeiti, où j'ai déjà encore de nouveau oublié le prénom du monsieur dont vous parliez, Lotz. Donc en fait, il est aussi dans cette normalisation, mais avec un ton, si je puis dire, assez proche de celui de Kevin Gefeiti, c'est-à-dire un ton diplo, mais façon langue de bois. Vous voyez, c'est pas parce que si on dit je veux pas me mouiller parce que je veux être diplomate. Dans ce cas-là, on vient pas sur les plateaux répondre de cette manière. Donc c'est malhonnête, tout simplement. Et il y a un projet qui est un projet de normalisation de ce régime et que l'on voit fleurir, prospérer, s'aimer un peu. Voilà, parmi toutes ces personnes dont on a parlé. Et donc c'est ça qui pose problème dans la récupération politique dont on parlait au tout départ de notre dernière question. C'est-à-dire cette idée que finalement la récupération politique, qu'elle soit à l'extrême gauche, à l'extrême droite ou ailleurs, en fait est aussi une façon de relégitimer quelque part ce régime dont on peut entendre parfois parler de concept d'une force étrangère sur le sol iranien. Oui, alors les Iraniens, depuis un certain temps maintenant, parlent d'occupants. Ouais. Pour parler des mots-là. Voilà, c'est très étonnant, mais bon. Peut-être se sont-ils dit que la colonisation étant un terme à la mode, il fallait aussi s'en emparer d'une certaine manière. Non, je plaisante, mais c'est quand même étonnant. Et donc Jafir en parlait en référence à cette iranité. Bon, après, il y aurait beaucoup de choses à dire et je ne développerai pas trop sur ce sujet maintenant. Il y a plusieurs sujets, parce que, par exemple, quand il y a une partie de l'extrême droite et une partie de l'extrême gauche qui légitime ce régime et qui le normalise, pour d'autres groupes, ça n'est pas le cas, en fait. Je pense même que même Roja, l'association Roja, lorsqu'elle se présente à cette manifestation du 17 janvier, ne pense pas tomber dans la normalisation du régime. En fait, c'est un autre projet. C'est-à-dire que là, leur projet à eux, c'est cette dénonciation obsessionnelle de ce qu'ils appellent le régime génocidaire israélien. Et en pleine guerre des 12 jours, le 22 juin, cette même association qui, le 28 mars 2025, avait organisé à la Bourse du Travail une table ronde intitulée Féminisme internationaliste en temps de guerre et de fascisme, femmes, vie, liberté, avec Rima Hassan. Donc cette même association avait organisé donc, le 22 juin 2025 un rassemblement à la Fontaine des Innocents intitulé Non à la guerre, non au génocide, non au régime génocidaire. Donc là, c'est beaucoup plus une espèce d'obsession envers C'est-à-dire, Israël. ce que vous dites, c'est qu'ils utilisent la cause iranienne pour faire passer, comme levier pour faire passer un autre récit. Quoi. C'est ça que vous voulez dire. Comme, pour légitimer leurs propres obsessions. Et c'est le cas aussi de Némésis. Pourquoi Némésis, du coup, aussi, pour vous, c'est un levier? En fait, Némésis, son dada, c'est... alors, je vais essayer de dire ça assez précisément. C'est-à-dire que Némésis voit l'intérêt qu'il y a à lutter contre l'islamisme et en fait un des sujets de sa politique identitaire. Et lutter contre l'islamisme, c'est aussi lutter contre le régime islamique. Donc, en fait, si vous voulez, vous avez affaire à des groupes qui utilisent la cause iranienne pour étayer faire avancer leur propre cause à eux. Quoi. Voilà, c'est ça que exactement, leurs propres obsessions. Par rapport à la situation, on va dire, internationale, diplomatique, est-ce que vous avez l'impression que ce soit les Iraniens sur place ou même une partie de la diaspora iranienne sent une forme de
de trahison, de sentiment de trahison de la part de l'Occident, de la part des puissances comme la France, les États-Unis, d'autres, dans la façon dont elles pourraient aujourd'hui activer ou non la chute du régime du Mollah du fait justement de ce grand mouvement de protestation. Oui, alors en fait, on a vu une évolution entre juin, par exemple, et janvier. Au mois de juin, pendant la guerre des 12 jours, il y avait beaucoup de personnes qui étaient contre la guerre, alors qui disaient quand même, bon, maintenant qu'on en est à la guerre, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés jusqu'à dézinguer Khomeini, ça nous aurait quand même bien rendu service. Et de proche en proche, là, ces derniers temps, et surtout après cette nuit terrible du 8 au 9 janvier, beaucoup de personnes qui, par principe, étaient contre l'intervention, en sont venues à dire, on n'y arrivera pas seul, on a besoin d'une intervention étrangère. Et en fait, beaucoup d'Iraniens en Iran se sont sentis trahis parce que cette phrase de Trump qui dit « l'aide arrive » et on l'attend toujours alors qu'il y a eu des dizaines de milliers d'Iraniens qui ont été massacrés, eh bien, il y a eu un espoir déçu et un sentiment de parole trahi en Iran. L'inscription du corps des gardiens de la Révolution sur la liste des groupes terroristes de l'Union européenne, on peut la saluer, mais c'est vrai qu'elle est venue très tardivement. Ça faisait très longtemps qu'on l'attendait. Bon, il y a quand même des choses qui avancent, mais c'est ces négociations aussi. C'est vraiment c'est quelque chose que les Iraniens ne comprennent pas et qu'ils perçoivent vraiment comme une trahison, mais je n'arrive pas à trouver le mot. Il y a quelque chose de très très sombre et de très dur en ce moment dans ce que l'on entend et dans ce qu'on lit de ce que disent les Iraniens. Je voudrais revenir sur Femmes, Vie, Liberté, sur le rôle des femmes dans la société iranienne et dans l'origine de votre engagement encore plus profond pour cette cause-là. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce que vous avez fait autour de Femmes, Vie, Liberté, des expositions que vous avez dirigées, en tout cas organisées en tant que commissaire d'exposition, et puis peut-être sur la place de ce mouvement, parce que finalement, si on dit qu'il y a une continuité entre 2022 et aujourd'hui, c'est que finalement l'étincelle, si j'ose dire, a été donnée par les femmes. Donc finalement, quel est le rôle que peuvent avoir les femmes dans le nouvel Iran, si j'ose dire comme ça, Oui, espérons-le, on peut le dire. En fait, pourquoi est-ce qu'on parle de révolution avec Femmes, Vie, Liberté ? C'est qu'il y a eu quelque chose là d'inédit. Qu'est-ce qui a été inédit ? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'en venir vraiment à ce qui me semble particulièrement frappant. C'est que la dichotomie entre la vie que l'on menait à l'intérieur et la vie que l'on menait à l'extérieur, c'est-à-dire ce sentiment de on fait ce qu'on veut chez nous, et puis à l'extérieur, c'est un dôme plombé là qui fait que on se tait. Eh bien ça a volé en éclats. Ce poème de Ahmad Shamlou qui déjà en 79 venait dire « On vient sentir ta bouche que tu n'aies dit je t'aime ». Vous voyez ce sentiment d'intrusion et de régime totalitaire qui va jusqu'à vouloir contrôler l'intimité des gens. Ça a commencé à voler en éclats. Et on a vu des couples s'embrasser dans les rues iraniennes, ce qui n'est pas peu de choses. Et c'est en ça que le terme de révolution existentielle dont parle Shahla Shafir me semble fort. C'est-à-dire qu'on veut vivre sa vie et on veut montrer que l'on vit sa vie et que l'on s'empare de son destin à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Donc là, il y a quelque chose d'inédit. Et on a vu aussi, par exemple, dans les émissions, dans les petits podcasts, dans les petits films que tournaient un certain nombre de personnes, dont certaines finalement ont été tuées dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté, une modernité inouïe. Une modernité vraiment inouïe. Il y a quelque chose dans les mentalités et aussi dans l'accompagnement que finalement les aînés apportaient aux plus jeunes, et aussi dans ce sentiment. Alors vous disiez le rôle des femmes. La révolution Femmes, Vie, Liberté, ça n'est pas une révolution des femmes. C'est vrai. C'est la révolution de toute la population. C'est vrai, vous avez raison. Et assez vite, on a vu des images circuler, notamment à l'université de Shiraz, où les hommes disaient « Femmes, Vie, Liberté » et où les femmes leur répondaient « Hommes,
prospérité et pays, en fait. Bon, là, j'ai plus les termes exacts en tête, mais la traduction la plus appropriée en tête. Mais vous voyez, et puis il y a eu aussi assez rapidement là aussi, ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas, des vidéos tournées dans les réfectoires au moment de Femme, Vie, Liberté, où les garçons et les filles mangeaient ensemble au réfectoire. Et ça n'est pas rien, tout ça. C'est-à-dire cette envie de se montrer comme étant vivant. J'ai envie moi, ça me fait penser d'une certaine manière, cette phrase d'Alice Mendelssohn, l'érotisme de vivre. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là qui a essaimé avec Femme, Vie, Liberté. Et cette envie d'en finir avec cette hypocrisie et cette dichotomie, je vis ma vie chez moi et je me tais à l'extérieur. Ils ne veulent plus se taire, ils ne veulent plus de ce régime, et ils le disent haut et fort. Donc en cela, ça s'inscrit dans une continuité. Et je crains d'avoir oublié la deuxième partie de votre question. C'est par rapport justement à votre engagement personnel autour des expositions que vous avez organisées autour de Femme, Vie, Liberté. Alors il y a eu un engagement de plusieurs personnes, d'abord pour le pavillon Iran au Festival d'Avignon. Donc il y a Abraham Benjo de la LICRA, Isabelle Barberis à l'époque de Culture et Universalisme, Laurent Garot de Nouvelle Image Persane, moi-même, et Bamshad Pourvali qui travaille aussi sur le cinéma iranien. Donc on a organisé ce pavillon Iran, et à mesure que l'on en parlait, comme moi j'avais envie de travailler, de prendre en charge une table ronde sur la tradition satirique en Iran à travers le dessin et la littérature, eh bien, mon collègue Laurent Garot m'a dit qu'est-ce que tu penserais d'organiser une exposition de dessins de dessinateurs de presse iraniens. Je trouvais l'idée absolument extra. Et puis, on s'est retrouvés 3 co-commissaires, donc Laurent Garot, Simon Co et moi, à travailler sur cette exposition. Et il y a 3 choses qui, pour nous, sont essentielles. C'est que, en fait, les œuvres soient graphiquement mises en valeur, donc, et qu'on ne plaque pas un discours sur ces œuvres, c'est-à-dire les remettre dans leur contexte, dans le contexte où elles ont été créées, mais ne pas plaquer un discours. Et parfois, on a été amené à refuser des invitations lorsque l'on sentait que les organisateurs n'avaient peut-être pas le même projet que nous. Et donc la troisième, c'est que les artistes soient rétribués, et nous, on travaille de manière gracieuse. Alors, vu qu'on est sur la culture, et avant de passer au questionnaire de Proust de Conspiracy Watch pour terminer cette émission, j'avais envie de vous demander si on a envie soit de lire de la littérature iranienne, soit de s'intéresser à ce sujet-là. Est-ce que vous avez un film, un documentaire, une série ou un livre à conseiller à nos téléspectateurs qui soit vous redonne de l'espoir à chaque fois, soit vous aide à tenir, soit quelque chose à nous partager. Là, c'est énorme. Des films, il y en a de très nombreux. Alors, s'il s'agit de films ou de livres qui suscitent l'espoir, là, ça réduit un petit peu les choses. Mais déjà, lire Lolita à Téhéran, que ce soit le livre d'Ozan Nafiski, qui est absolument extraordinaire, ou le film... qui est sorti il y a 1 an, je crois. Oui, avec Golshifteh Farahani, Zahra Mirabrahimi et Mina Kavani. Donc, à la fois le livre et le film sont très recommandables. Il va y avoir bientôt, et je m'en réjouis, une traduction française des poèmes de Forough Farrokhzad, qui était une femme absolument extraordinaire qui, dans les années 50-60, a dit le désir féminin comme personne. Dont Abnouch Shalmani a fait un très beau livre qui s'appelle J'ai péché, péché dans le plaisir, qui consacre finalement un livre à je sais jamais comment. Forough Farrokhzad. Voilà, c'est ça. Et donc c'est un très beau livre. Très beau livre. Et donc parmi les films aussi, il y a Aucun ours de Jafar Panahi et tant d'autres. Un simple accident et Les graines du figuier sauvage. Mais là, c'est des choses plus sombres, mais qui disent l'Iran d'aujourd'hui de manière très, très juste. Merci beaucoup, Iris. Alors, petit questionnaire de Proust de Conspiracy Watch, vous connaissez le principe des réponses courtes, spontanées. Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse, donc allez-y. Y a-t-il un auteur, un artiste ou une œuvre qui a influencé votre rapport au vrai et au faux de manière décisive? Là, je pense que de nombreuses personnes avant moi ont dit dire Orwell. Donc 1984 et La ferme des animaux. Je pense que c'est une réponse évidente. Avez-vous déjà douté d'un fait pourtant solidement établi, et si oui, lequel?
Je ne pense pas. Alors, dans un passé très antérieur, j'ai été lectrice du Monde diplomatique, hélas. Donc, peut-être qu'à cette époque, j'étais perméable à ce genre de choses. Mais d'un fait solidement établi, non, là, je ne vois pas. Alors, comment vous faites, vous, pour faire vos propres recherches ? En m'interrogeant maintes et maintes fois, en essayant d'avoir des sources les plus diverses et les plus fiables possibles. Quel mot ou expression liée au complotisme vous agace le plus et pourquoi ? Oh, il y en a tant. Il y en a tant. Il faut en choisir une. Je crois que le mot juiverie est, je pense, peut-être un de ceux qui me... La juiverie internationale, oui, ça, voilà, ça vous agace ? Oui, il n'existe pas de pays qui s'appellerait la juiverie, par exemple. Okay. Alors, avec quel conspi vous prendriez volontiers un verre ? Alors là, je vais peut-être vous répondre par un pied de nez. Allez-y. Avec Jacques Dutronc. Avec Jacques Dutronc ? Oui. Pourquoi ? On nous cache tout, on ne dit rien. Je ne sais pas s'il peut être considéré comme un conspi, mais voilà. Pas mal. Alors, si vous deviez trouver quand même une qualité aux complotistes, ça serait laquelle ? Le doute, mais hélas, il est mal placé dans leur cas. Alors, si vous êtes à un repas de famille un dimanche, ou alors un réveillon de Noël ou d'autres fêtes, et que votre oncle conspi commence à deviser sur la dernière théorie du complot à la mode, comment vous réagissez ? Alors ça va dépendre probablement de mon état, soit je me moque de lui en lui disant ce que je pense mais en riant, soit je veux lui rendre dans le lard, soit éventuellement je m'arrange pour m'éloigner avec les enfants et aller jouer quelque part, loin de tout ce vacarme. Y a-t-il une critique du système ou des élites que vous partagez avec les complotistes ? Du système, non. Il existe des personnes puissantes qui, effectivement, ont une tendance à vouloir contrôler les autres ou à être corrompues, mais ce sont des personnes. Et à partir du moment où on parle du système ou qu'on y voit là quelque chose de systématique, ça pose vraiment problème. À quel moment avez-vous pris conscience que la question du complotisme était un vrai sujet de préoccupation et pas seulement une lubie de journaliste ou d'intellectuel ? Alors, 2015, mais avant aussi. Dès l'attentat contre les Twin Towers, en fait, je pense. 2001 ? Ouais. Pour finir, à quelle théorie du complot vous croyez et à laquelle vous avez cru ou vous seriez tenté de croire ? Je sais pas, peut-être que je serais tentée de croire que John Lennon vit quelque part, mais bon. Ah, ça c'est une bonne... Non, ça c'est pas une théorie du complot, il vit en nous, John Lennon. Merci beaucoup Iris, je voulais terminer cette émission avec un poème de Farrokhzad. Forough Farrokhzad. Et voilà, vous le dites beaucoup mieux que moi, qui est un extrait d'un poème qui s'appelle Une nuit. Une nuit, de l'au-delà des ténèbres, comme une étoile, je viendrai vers toi. Sur les ailes du vent, couvert du monde, je viendrai te chercher avec joie. Comblé de tendresse et d'ivresse, comme un beau jour d'été, je t'offrirai une jupe pleine de tulipes sauvages de la montagne. Voilà, c'était pour terminer sur une note d'espoir. Merci beaucoup. Cette émission consacrée à l'Iran. Merci beaucoup d'être venu nous voir et d'avoir discuté avec nous de l'opposition iranienne, de la diaspora et surtout de l'espoir de quelque chose de nouveau dans un monde où les informations circulent et nous font vivre. Merci Iris. Merci David. Et bien voilà, ce 97e numéro des Conspirateurs est terminé. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Cette émission a été réalisée comme à chaque fois par l'excellent Martin Béraud. Salut.